Cela va, dictat, citoyen. Bien, bonjour à tout le monde, et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit blabla sur Nock. Alors Nock, vous en avez certainement entendu parler, en fait, c'est un jeu qui est arrivé en début d'été, en fait, qui nous a été emmené par 7 Mess Édition, qui est une création française. J'insiste, hein, on a souvent des traductions, ça c'est une création française. C'est un fantastique jeu dystopique. Moi, ma conclusion, je vais vous la donner tout de suite. C'est génial. On peut jouer à un tas de niveaux, à un tas de choses différentes. Achetez-le. Voilà. Merci. Au revoir. Non, vous voulez quand même que je présente un petit peu? Bien. Alors, de quoi ça parle déjà, cet univers dystopique? Alors, Nock, en fait, nous emmène dans un monde qui est rentré dans une apocalypse lente depuis, en fait, justement, plus personne ne sait. C'est arrivé il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 600 ans, il y a 10 ans, enfin pas 10 ans, mais enfin bon, un certain nombre d'années, mais plus personne ne sait comment l'objet Dieu a été révélé à l'humanité. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, les astronomes de la Terre ont détecté un objet massif, gigantesque, arrivant du fin fond du cosmos et fonçant sur la planète avec une trajectoire de collision certaine. Vu la taille du bousin, ça allait nous rentrer droit sur la gueule et il n'allait plus rester grand-chose de la Terre. Et, comble de malchance, Dallas Corbin n'était pas disponible. On ne sait pas où il était, mais en tout cas, il n'était pas disponible. Donc, en fait, l'humanité a commencé, devant l'anéantissement total qui lui arrivait dessus, l'humanité a commencé par paniquer. Ça s'est transformé en révolte, en guerre, en pillage, et jusqu'à ce que l'humanité finisse par accepter, les hommes ont fini par accepter ce destin cosmique et funeste. Et pourtant, au moment où tout le monde pensait être anéanti, donc l'objet, contre toute attente, s'est mis à ralentir. Là, stupeur, l'objet arrive, ralentit et se met à englober la planète entière comme une sphère maudite de Dyson. Vous imaginez la planète entièrement englobée par un objet extraterrestre situé à peu près une quinzaine de kilomètres d'altitude, donc qui cache la Lune, le Soleil, les étoiles, donc plus de lumière. Plus de lumière. Le monde plongé dans la nuit qui venait effectivement de tomber sur le monde, et pour l'éternité. Là, l'humanité a quand même essayé de résister, a envoyé des avions, a envoyé des choses comme ça qui se sont tous écrasés. Et à un moment donné, l'artefact, pour augmenter son emprise sur la planète, a fait tomber en fait dessus, a percé de la planète de toutes parts, en fait par des espèces de tornades de métal, ce qu'on a appelé plus tard les axes. Et les axes, comme ça, il en est tombé à peu près un tous les 30 kilomètres. Tous les 30 kilomètres, c'est bien ça. En fait, il y en a des millions et des millions autour, plantés, ces crocs attachés au cœur de la Terre. Alors, ces crocs sont plantés dans la Terre et sont reliés à l'artefact qui est au-dessus. Donc l'artefact en lui-même n'est pas si lisse, il est formé de plaques qui de temps en temps se reconfigurent. Enfin bon, je vais passer le détail. Toujours est-il que, voilà, plus de lumière égale plus de photosynthèse, plus rien du tout. Et pourtant, en fait, de temps en temps, sort des faisceaux lumineux avec un hurlement, quelque chose d'assez sinistre et qui se met à balayer en fait le sol. Et c'est de ces rayons funestes, rayons lumineux blafards, que l'on pense que les plantes survivent plus ou moins grâce à ça. Voilà, pour l'arrivée de cet artefact. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les hommes ont envoyé leurs armes les plus puissantes qui n'ont eu un effet nul. Euh, les différents gouvernements ont monté des armées, ont fini par trouver en fait dans les axes comme des portes. Les différentes armées, les armées de tous les pays se sont un peu ou moins engouffrées là-dedans, et ce fut un massacre. En fait,
La plupart ne sont jamais ressortis, et ceux qui sont ressortis étaient devenus fous. Et en représailles de cela, en fait, l'artefact a coupé l'électricité. Alors, couper l'électricité, il n'a pas simplement appuyé sur un bouton. Non, il n'a pas fait griller les générateurs, pas les moteurs, non. Mais l'électricité a cessé d'exister sur Terre. C'est-à-dire l'électricité n'existe plus, elle ne fonctionne plus, il n'y a plus d'électricité, ça ne produit plus d'énergie, donc plus rien. Et à ce moment-là, l'humanité a capitulé. L'humanité a capitulé, elle était vaincue. Ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait du fin fond de ces axes, au bout d'un moment, sont sortis les messagers. Les messagers qui avaient repris un peu la forme et le visage de ceux disparus dans l'artefact. Qu'était-il exactement? Personne ne le sait. Mais en fait, les messagers ont apporté l'administration. Alors, l'administration, donc, donc il faut plusieurs préceptes, on va dire. Il faut vénérer l'objet Dieu qui n'est pas là pour nous anéantir. L'objet Dieu est là pour nous protéger des monstruosités du cosmos qui sont à l'extérieur. Il faut obéir à l'administration pour lutter contre l'inconformité. Donc tout ça pour que l'humanité survive tant bien que mal. Et les hommes et les femmes l'ont accepté car c'est leur seul échappatoire par rapport à la destruction et l'annihilation totale et la disparition des hommes sur la Terre. Voilà, ça c'était la genèse de l'arrivée de l'artefact. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'administration? Donc l'administration, en fait, c'est une forme de gouvernement mondial, mais enfin bon, pas centralisé, hein, parce que je vous expliquerai après comment vit l'humanité, mais elle existe partout dans le monde où les messagers ont apporté sa parole. Donc l'administration, en fait, c'est à la fois c'est quelque chose, c'est paternaliste, c'est dirigiste, c'est l'ordre, c'est l'ordre, et c'est la lumière dans la nuit qui va permettre à tout le monde de résister à la destruction totale, à pouvoir survivre dans ce monde où l'électricité, où la lumière a disparu. Alors les lueurs de l'artefact, en fait, ont plongé le monde entier, enfin, pas le monde entier, les blocs, je vous dirai après ce que c'est un peu, grosso modo, c'est les villes où les survivants, en fait, habitent. Et donc voilà. Alors, l'administration, qu'est-ce que c'est? On a plusieurs ministères, en fait, il y en a 7. Il y a le diktat. Alors, le diktat, c'est l'administration, c'est le chapeau. C'est ce qui va donner toutes les directives de tous les ministères à l'humanité. En gros, c'est l'administration générale, si vous voulez, quelque part. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on va mettre les lunettes parce que on n'est plus tout jeune non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la direction de l'édification. Donc l'édification, elle bâtit, elle consolide les blocs. En fait, c'est elle qui va construire des nouveaux immeubles, ce genre de choses. La direction de la sécurité. La direction de la sécurité, comme son nom l'indique, va se charger de la sécurité globale des gens. La direction de l'effort. Alors l'effort... alors l'effort, c'est là où travaillent la plupart des gens. L'effort construit. Donc les gens vont travailler dans des usines archaïques, des usines de l'ancien monde en fait, avant que l'apocalypse n'arrive. La direction de l'harmonie. Alors la direction de l'harmonie, c'est une espèce de, je vais pas dire de religion, quoique un peu quand même. Elle va interpréter les signes de l'artefact, donc l'artefact qui se reconfigure, les lueurs, etc. Ces bruits, parce que des fois il y a des bruits, il y a des éclairs, il y a ce genre de choses. Imaginez donc un plafond d'acier qui se reconfigure, qui lance des éclairs, enfin où il y a des éclairs qui apparaissent, ce genre de choses. Ça c'est l'horizon. C'est l'horizon, en fait, c'est le ciel de toute l'humanité dorénavant. Donc l'harmonie en elle-même, elle va interpréter tous ces signes pour dire ce que veut l'objet Dieu. Ça, c'est la direction de l'harmonie.
Ensuite, nous avons la direction du progrès. Alors elle va archiver, elle va développer. C'est là où on va avoir des scientifiques qui vont essayer d'améliorer, enfin, bon, je vais pas dire, enfin, de découvrir de nouveaux trucs. Ils vont même envoyer comment dire, des patrouilles, pas des patrouilles, des missions en fait dans les interblocs au milieu des ténèbres pour essayer de trouver des réponses ou de nouvelles technologies. Euh, et enfin, nous avons l'administration de l'intégrité. Alors l'intégrité, elle va veiller à la santé des corps et des âmes. Pourquoi je vous dis des corps et des âmes? Car cet environnement oppressant, orwellien, enfermé, va générer en fait chez les gens en fait parfois des sortes de folie, d'inconformité, comme on dit. Et donc cette direction-là est là pour s'occuper de tous ces problèmes. Voilà, ça, c'est un peu l'administration. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'administration, c'est quelque chose de très orwellien. Un, un citoyen, donc à sa naissance, reçoit un code, un numéro, qui est à la fois un mélange de technologie et un mélange d'influence de l'artefact. Vous voyez, un peu entre de la technologie et de la croyance, quelque chose comme ça. Donc ça va être, c'est ce qui va l'identifier, c'est ce qui va identifier le citoyen dans l'administration, dans sa vie de tous les jours. Mais il y a plus que ça, il y a le rang. Le rang va aller depuis le rang social, en fait, le rang social qui est quasiment immuable. Ça va être des gens sans rien, les gens les plus pauvres de l'humanité, jusqu'à monter aux directions du diktat. Donc, et ces rangs vont ouvrir ou pas des portes. Ça pourrait faire penser un peu au niveau d'accréditation qu'on pouvait avoir dans Paranoia, parce que il y a un peu quand même de ça, quelque part, c'est un peu un mélange de tout ça. Voilà, en gros, pour l'administration. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur l'administration? Alors, l'administration, comme je disais, elle est orwellienne. Elle est là pour sauver l'humanité. Hein. Elle est là pour que l'humanité ne disparaisse pas. Et elle est là pour que l'humanité applique les préceptes de l'objet Dieu. Euh, et elle va veiller à ce qu'il n'y ait pas de révolte aussi, parce que de temps en temps, on peut avoir on a des révoltes, et dans ce cas-là, c'est les gardes noirs qui vont s'en charger. Elle va régler ça aussi, comme il n'y a plus vous imaginez, il n'y a plus de lumière sur la Terre. Donc en fait, il n'y a plus de jour, de nuit. Donc en fait, la vie est organisée en cycles, mais les cycles sont décalés. C'est-à-dire que le début, par exemple, de prise on va dire de fonction dans une usine, ce ne sera pas la même heure, ni dans les bureaux pour tout le monde. Ça va être décalé, parce qu'en fait, quand vous décalez les gens se voient moins, et donc c'est une forme de contrôle en fait de la société pour éviter des révoltes. Voilà en gros pour, cette administration écrasante. Alors, tout ceci étant dit, en fait, font venir un peu à où vivent les gens. En fait, les gens se sont réfugiés dans ce qu'on appelle les blocs. Enfin, les gens qui ont survécu à tout ça, hein, parce que bien sûr, cet environnement a fait baisser d'une manière drastique la population humaine sur la planète. Hein. Donc en fait, les blocs, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des arches. C'est des arches de lueur au milieu des ténèbres. Ils ont été bâtis en fait sur les ruines des anciennes cités. Euh, en fait, le bloc est à la fois un centre-ville, une banlieue, mais aussi plus étendu, en fait, une campagne autour qui va servir à produire pour nourrir aussi la population. Alors bien sûr, la plupart on a aussi en fait ce qu'on appelle les hypogées en dessous des centres-villes, où on va faire des cultures hydroponiques, où on va recycler en fait tous les déchets, et tout ça c'est dans les hypogées. Et il y a même donc des citoyens qui ne sortent pas des hypogées, jamais, jamais, jamais. Donc en fait, les blocs sont effectivement, on en parle dans le livre ici, on a une bonne description en fait de la structure d'un bloc. D'ailleurs, en fait, dans le livre, partout est dispersé des informations sur le bloc d'Olomouc. Olomouc, c'est un bloc qui est dans la banlieue de Prague et qui est entièrement décrit dans le livre à différents endroits. Mais c'est vraiment bien foutu, vous avez énormément d'informations.
Alors tout ça, j'ai quand même oublié de vous dire quelque chose de très important. Bien sûr, il n'y a plus d'électricité, donc plus de communication telle qu'on le connaît maintenant. Euh, donc, en fait, deux choses. Déjà, les blocs sont protégés par la ligne. Alors la ligne, c'est quoi? C'est une fortification, une muraille qui protège tout l'ensemble du bloc de l'extérieur. Vous allez me dire, à l'extérieur. Oui, parce qu'à l'extérieur, dans les ténèbres insondables et éternelles, en fait, se tapissent des monstres, les autres. Les autres. Euh, qui sont-ils qu'on ne sait pas trop. C'est peut-être des humains qui sont devenus fous, c'est peut-être des bêtes qui ont évolué, enfin ce genre de choses. Et la ligne, ce niveau de fortification est souvent attaqué effectivement par les autres. Donc en fait, il y a des miradors, des gardes, vous voyez, des projecteurs. Alors oui, vous allez me dire, il n'y a pas d'électricité. J'en parlerai un peu dans la technologie après. Voilà, et donc comment en fait les blocs communiquent? En fait, elles communiquent par le chemin de fer, par la voie ferrée. En fait, il y a des trains blindés qui vont aller d'un bloc à l'autre. Leur terminus dans chaque ville, c'est des gares forteresses. Et donc, en fait, ces trains blindés sans fenêtres, sans rien du tout, hein, ne font que... On n'est pas là pour faire du tourisme, traversent les ténèbres pour aller rejoindre un autre bloc à quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres. Alors bien sûr, ça, l'administration, c'est très encadré. Il va falloir vous remplir un tas de documents et avoir les bons tampons là où il faut pour pouvoir aller voyager dans un autre bloc et avoir certainement une excellente raison. Ça, c'est un peu pour la communication et le réseau interbloc. Alors parfois, effectivement, un train peut tomber en panne au milieu. On va emmener un groupe complet pour aller essayer de réparer ça. Ça me fait vous rappelez la compagnie des glaces, donc au milieu de l'enfer glacé, là on est au milieu de l'enfer des ténèbres, c'est un peu pareil. Donc voilà, donc en fait, tout ça donne une bonne vue des blocs. Je peux vous montrer le plan d'Olomouc, le plan d'un bloc en lui-même. Alors là, voilà, le bloc d'Olomouc. Donc le bloc d'Olomouc, en fait, vous avez la ville qui est ici, sa banlieue autour, toute la campagne, et effectivement tout ce qui est rouge, c'est la ligne donc la ligne de fortification du bloc, vous voyez, qui est quand même beaucoup plus large que le bloc en lui-même. La carte de l'Olomouc, alors on l'a aussi en papier, hein, la carte de l'Olomouc. Ouais, moi j'aime beaucoup le style graphique. Le survol du bloc, mais en fait, voilà, vous avez à peu près le survol du bloc, les points notables, ce genre de choses, c'est vraiment, il n'y a que quelques pages là-dessus. Enfin, quelques pages, non, en fait, il y en a quelques-unes. Hein, tout ça, c'est les visages de l'Olomouc. Voilà. Alors, pour finir sur la civilisation restante, comment les gens vivent, en fait, tout est comment dire, c'est une technologie rétrofuturiste. C'est-à-dire, donc, plus rien qui marche à partir de l'électricité, plus rien, tous ces objets, tous les objets au quotidien qu'on peut connaître, ne fonctionnent plus. Donc en fait, il y a eu de nouvelles technologies qui ont été développées sur d'anciennes. On va s'éclairer avec des lampes au gaz, on va avoir des moteurs automatiques, on va avoir ce genre de choses, quoi. Donc c'est effectivement une technologie un peu rétrofuturiste. Vous êtes plongé toujours dans l'ambiance, c'est plongé effectivement dans cette pénombre éternelle à l'intérieur des villes. Et donc avec effectivement toutes ces technologies rétrofuturistes, mais aussi, en fait, l'artefact a donné un don à l'humanité, il a donné les générateurs quantiques. Alors attention, ça ne remplace pas l'électricité, c'est vraiment autre chose. D'ailleurs, personne ne sait vraiment comment ça fonctionne, toujours est-il que ça fonctionne. En fait, il y a ce qu'on appelle des effectars, je crois, donc on cherche un effet particulier avec ce générateur quantique. Alors la plupart du temps, ils sont utilisés pour éclairer les bâtiments de l'administration, mais également de temps en temps pour des générateurs, pour
éclairer la ligne et les ténèbres, mais aussi la garde noire, donc la sécurité. Et je crois que j'ai oublié de vous dire quelque chose. La sécurité utilise des fusils à impulsion quantique. Bien. J'ai oublié de vous parler de quelque chose ce qu'on appelle la police sec. La police sec, c'est un département totalement à part, totalement autonome, qui est au-delà de tous les ministères. Personne dans un ministère irait irait à l'encontre d'une enquête de la police sec. Alors la police sec, qu'est-ce que c'est si on veut un parallèle? C'est en gros la Stasi ou la Gestapo, quoi, hein, grosso modo. Donc voilà. Pour terminer un peu le tableau, il faut parler aussi d'un truc, il faut parler du fiel. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'emmerde, il faut parler du fiel. Alors, qu'est-ce que c'est le fiel? Le fiel, en fait, s'écoule, c'est ou une substance, ou une brume, ou quelque chose qui s'écoule de l'artefact, parfois une pluie, parfois comment dire, un fluide, enfin, ce genre de choses. La doctrine officielle veut que ce fluide, ce soit les blessures de l'artefact, parce qu'il protège l'humanité, il ne faut pas oublier que ça, citoyen, l'artefact est là pour ton bien. L'artefact protège l'humanité des menaces extérieures, des monstres qui rôdent dans le cosmos, et ce fiel, ce serait le sang, en fait, les blessures de l'artefact qui se sacrifie quelque part pour l'humanité. Voilà, ça, on en est jusqu'au fiel. Voilà, en gros, pour le monde. Alors, un monde oppressant à plusieurs niveaux. Vous avez ce plafond de métal qui est là, omniprésent. Ces lueurs qui arrivent de temps en temps là. Vous avez l'extérieur où personne ne va, qui est plongé dans les ténèbres éternelles. Vous avez ces blocs où l'humanité est entassée, travaille dur pour survivre. Et vous avez toute cette administration orwellienne qui va plonger toute la société avec différentes lois, différentes directives. Et toutes ces directives, en fait, permettent également, parfois contraires les unes aux autres, permettent de contrôler, effectivement, toute la population. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le livre. Je vous montrais un petit peu de trois trucs et comment il est organisé. Mais le livre, en fait, nous donne vraiment le ton de par ses illustrations, de par ses descriptions. C'est bourré de facsimilés, c'est vraiment très très chouette. Et en fait, ça nous donne un peu un Brésil dans les années 50, au-delà du rideau de fer, dans Night City. Voilà. En gros, ça, c'est pour vous poser le décor. Hein. Comme des dessins sont mieux que des paroles, je vous montrerai un peu tout ça, ce qui vous donnera une idée beaucoup plus précise. Alors Nock, c'est un jeu qui est axé sur l'histoire qu'il a à vous raconter. Hein. Il n'est pas axé sur le système. D'ailleurs, en fait, on le voit sur la présentation du jeu, le système, c'est la partie... une fois qu'on vous a tout expliqué, on va vous parler du système. C'est vraiment... ça donne un peu le sentiment que le système est secondaire et que, en fait, ce qui est intéressant, c'est le monde. Et effectivement, ils ont eu tout à fait raison de le présenter dans cet ordre-là. Alors voilà, une fois qu'on vous a présenté les généralités du monde, tout le livre est organisé de cette manière. C'est-à-dire, on vous présente donc un des 7 ministères, Ici, on vous parle du diktat. Donc, en fait, on fait un survol de qu'est-ce que c'est le diktat, hein, à résumer, grosso modo. Et en fait, dans ce chapitre, on va vous dire, effectivement, là, dans ce paragraphe-là, on va dire qu'est-ce que vous allez trouver dans le chapitre. Donc là, par exemple, pour le diktat, la société, les inégalités et le rang, les instances dirigeantes, le directoire, le complexe, le fichier, la chambre, le temps et le voile jetés sur le passé, la justice, les tribunaux officiels et populaires, les modes de communication, les langues, dont le global, propre aux échanges officiels. Voilà. Donc en fait, vous avez donc ce premier truc, cette présentation globale, tout ce que vous allez pouvoir trouver dans le chapitre, et après tout ce qui est détaillé ici. Donc moi je trouve que c'est bien, ça nous permet vraiment de naviguer dans le livre d'une façon assez simple et efficace. Donc là on va vous parler des rangs. Et donc, à chaque fois vous avez de temps en temps un petit encart, donc, qui est un peu en dehors du reste de la présentation, qui va se focaliser sur quelque chose de plus précis, par exemple le directoire, le complexe.
Et vous avez partout, en fait, ces dessins qui rappellent très fortement, effectivement, les années 50. C'est très voulu, quoi. Très voulu, années 50, l'URSS, au-delà de rideau de fer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, toujours ces petits encarts. Et puis, donc, un citoyen en règle, qu'est-ce que c'est? Sortir du rang, qu'est-ce que c'est? On va vous présenter, en fait, toute la comment dire, la société à travers les différents ministères à chaque fois, et rentrer vraiment très profondément dans les détails. C'est bourré d'informations, il y en a vraiment énormément. Vous avez, vous avez de quoi faire vraiment tout votre monde avec ça, faire évoluer vos personnages, effectivement, les inspecteurs judiciaires, les procureurs. Tout est abordé. Ces illustrations qui sont toujours très chouettes. Des petites affiches. Ah oui, et dans chaque ministère, en fait, on vous met le ministère en situation dans un bloc. Là, ici, comme je disais, on parle du bloc de l'OMOC. Donc, qu'est-ce que c'est le ministère dans le bloc de l'OMOC? On va voir ses points notables, les PNJ notables, le juge principal, etc. Qui ne sont pas représentés avec des caractéristiques. En fait, on s'en fout de leurs caractéristiques. C'est ce qu'ils font vraiment. Ces petites affiches qui sont vraiment très orwelliennes, très totalitaires, en fait. Voilà. Donc là, prenez l'effort. Je vais vous montrer l'effort également, et puis on n'ira pas plus loin parce qu'ils sont présentés de la même manière. Hein. Après, voilà, commissariat à la planification, à la production, le conglomérat, ce personnage féminin vraiment très inspirant, hein, j'aime beaucoup. Voilà, la direction de l'effort, les tickets de rationnement, vous voyez, toutes les images en fait vont vous donner en fait l'idée de ce que c'est le monde de Nock. Ça fait effectivement ça vous marque le monde, ça effectivement comme un ouvrier. Voilà. Et donc pareil, la division le ministère de l'effort dans le MOC, comment il est intégré. Voilà, l'intégrité, le corps médical, oui, tout ça. Donc, vraiment, en cas d'alerte. La sécurité est un service, pas un droit. Vous avez plein de petits détails, un peu à droite, à gauche, que si vous le lisez vraiment jusqu'au fond, ce bouquin, va vous donner toutes les clés pour jouer. Et d'une manière, d'une manière pas rébarbative. Quoi. Il y a des jeux, j'ai beaucoup de mal à les lire parce qu'il y a trop d'informations, c'est mal présenté, c'est indigeste. Là, c'est pas indigeste. Quoi. Ça se lit tout seul. Ça se lit vraiment tout seul. C'est presque un roman, en fait. Moi, quand je l'ai lu, c'est quasiment un roman. Quoi. Voilà. Donc, voilà, en fait, en gros, pour l'organisation du jeu, du livre. Nock est un jeu à secret également. Alors j'entends tout de suite dire, oh, pas un jeu à secret, machin, attendre 6 mois, 6 ans, jamais pour avoir les secrets de l'univers. Hein, on a souvent eu ça dans les jeux où il faut attendre 3 ans un supplément qui va peut-être nous parler d'une partie du secret, en rajouter d'autres, c'est le bordel. C'est souvent qu'on n'a jamais, en fait, on n'a jamais vraiment des réponses, ou alors on a la réponse très très longtemps après et pas complète. Là, dans Nock, en fait, tout est expliqué. On vous dit d'où vient l'artefact, par qui il a été créé, pourquoi il est là. Vous avez toutes ces révélations, en fait, dans le livre de base. Et ça, c'est top. C'est vraiment top. Vous avez une dimension biblique aussi. Enfin bon, ça, donc ça, c'est dans les secrets. Mais ça m'amène quand même à dire ce que l'on joue, en fait, dans le jeu-là. Il y a plusieurs niveaux, en fait. On peut jouer plusieurs niveaux. On peut jouer du polar noir dans ce monde sombre. Polar noir, monde sombre. Bravo Fred, très belle phrase, extraordinaire. Académie française, c'est pour bientôt. Bon, non, je déconne. Donc effectivement, on peut jouer en fait de l'enquête, du polar. On peut jouer de la survie aussi. Hein. On peut jouer au-delà du mur, dans l'exploration de la survie, de l'exploration des terres plongées dans les ténèbres. On peut jouer du politique au niveau des... on peut jouer... j'avais vu dans une autre vidéo qui nous dit on va jouer des résistants, machin, etc. Ça, c'est très réducteur. C'est très réducteur. Nock, c'est pas que ça. Non,
Oui, bien sûr, vous allez pouvoir jouer Total comme dans Brésil. Ça, c'est sûr, vous allez pouvoir le jouer. Mais en fait, tel que je le ressens, moi, c'est vraiment présenté à un niveau supérieur où vous allez pouvoir jouer quelque chose d'épique, quelque chose presque biblique à un moment donné, si vous suivez la campagne officielle, mais ça, j'en reviendrai après. Et qui va peut-être amener vos personnages à sauver l'humanité. Alors, peut-être pas la sauver de la manière dont vous le pensez, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez peut-être la sauver. Et c'est ces différents niveaux, ces différentes strates euh, qui, euh, qui vont... qui apportent toute la richesse à ce jeu, qui est vraiment un jeu que j'appelle un jeu artichaut. Vous en avez enlevé une couche, il y en a encore une derrière, plus profonde, et encore plus profonde, etc. Franchement, j'ai rarement vu autant de richesse dans un jeu depuis un bout de temps. Là, c'est... Enfin, moi, je suis conquis, vraiment conquis, quoi. Voilà un peu... donc, je ne vais pas plus vous parler de ça, des secrets. Hein. Les secrets sont dans le chapitre de la gnose. Réservé vraiment au maître de jeu. Hein. Les joueurs, ne lisez pas ça. Ça va vous gâcher votre plaisir, hein, ça c'est sûr. Donc ça, c'est un peu les secrets du monde. Alors, il me faut aborder les personnages qu'on va créer, qu'on va jouer. Donc, c'est un système d'archétypes pour, pour la création de base, et ensuite, vous allez pouvoir évoluer et faire évoluer votre personnage dans la direction que vous voulez. Ça, c'est mon système préféré. J'en ai un peu soupé des... Mais bon, c'est des jeux à la donjon avec des classes fixe, où c'est un carcan, pour moi c'est vraiment un carcan. Là non, vous avez un archétype au départ et après vous évoluez, vous faites évoluer votre personnage comme vous le voulez. Donc en fait, dans les archétypes qui sont proposés au départ, donc vous allez jouer en fait des citoyens tout à fait lambda, au moins sur les premiers scénarios. Après, ça va dépendre de l'orientation que le maître de jeu donne à sa campagne. Donc vous avez l'artisan, vous avez l'artiste, vous avez le commerçant, vous avez le criminel, vous avez le détective, vous avez l'érudit, vous avez la femme fatale ou l'éphèbe, vous avez le fonctionnaire, salut Xavier, vous avez le garde noir, donc celui qui assure la sécurité, hein, le garde noir, c'est ça, l'itinérant, le journaliste, le médecin, le métaphysicien, le misérable, bon, c'est pas le mendiant de Natsokor, mais on n'est pas loin, l'ouvrier et le petit personnel, les petites mains de l'administration. Voilà. Donc ça va être tous les archétypes que vous avez au départ. Il n'y en a pas d'autres. Ah non, il y en a d'autres encore. Il y a le rentier, le scientifique, le synchrone. Alors le synchrone, qu'est-ce que c'est? C'est des êtres humains qui ont développé une sorte de résonance avec l'artefact, quoi. Voilà, je n'en dis pas plus. Et vous avez le syndicaliste. Voilà donc en fait les différents archétypes qu'on peut avoir au niveau des personnages. Cela va m'emmener à vous parler du système. Alors pour vous parler du système, je vais partir dans la feuille de personnage. Feuille de personnage, donc là, qui est contenu dans un dossier, le dossier Polysec. C'était dans le Kickstarter, je crois que c'est vendu, c'est un bloc de feuilles de personnage qui est vendu pour 15,90 €. Voilà. Alors, la feuille de personnage de Nock, voici comment elle se présente. Donc, que peut-on voir? Donc le système de Nock est relativement simple. Un personnage est défini par des talents et des jauges. Les talents sont au nombre de 28 et regroupés par 4 dans un domaine. Il y a 6 domaines. Donc les domaines sont ici. Nous avons le social, l'âme, le statut, l'action, la technique, l'érudition et la vie. Donc, par exemple, le domaine technique comprend les talents artefacts, artisanat, ingénierie et survie. Voilà. Chaque talent a une valeur entre -1 et 4. À noter que les feuilles de personnage sont déjà remplies par rapport à un archétype. Là, nous avons l'archétype du fonctionnaire. Donc, fonctionnaire qui a 3 en érudition, 1 en culture, 2 en bureau. Ça, c'est ces trucs de base. Voilà. Pour réussir une action, en fait, le maître de jeu, la loi dans ce jeu, demande un talent à une difficulté donnée. Par exemple, alors, on va dire que
le fonctionnaire doit faire des recherches sur un dossier qui est classé, on va dire. On va dire que la loi va demander bureau au niveau 4. Donc là, vous voyez, le fonctionnaire a bureau au niveau 2, ce qui ne suffit pas. Hein, s'il avait bureau au niveau 4, l'action serait réussie automatiquement. Il n'y aurait même pas besoin de lancer les dés. Là, il a bureau que au niveau 2. Donc en fait, le joueur, dans ce cas-là, va pouvoir provoquer le destin en lançant des dés à 10 faces. Donc le nombre de dés à 10 faces, en fait, c'est au libre arbitre du joueur, sauf que le nombre de dés maximum lancé ne peut être au maximum la valeur du domaine. Donc là, par exemple, en érudition, il y a 3, donc on peut lancer 3 dés 10, maximum. Pour un résultat de 8, 9 ou 10, le talent augmente temporairement pour l'action de 1. Donc en fait, si je lance 3 dés 10, que je fais au moins 2 fois 8, 9 ou 10, dans ce cas-là, bureau passe à 4, et l'action est réussie, puisque j'avais demandé une difficulté de niveau 4, ce qui est déjà une difficulté très très élevée. Hein. En général, les difficultés sont plutôt aux alentours de 2, voire 3. Bon, et là c'est juste pour l'exemple. En sachant que le D10 est explosif, donc sur un 10, on peut relancer le dé, et de nouveau, sur un 8, 9 ou 10, on augmente de 1 la valeur du talent. Par contre, il y a le fait de forcer le destin à éventuellement une contrepartie. Pour chaque 1 que vous faites sur un D10, une goutte de fiel est rajoutée au compteur de fiel. Donc en fait, le fiel, comme j'avais brièvement expliqué, donc le fiel c'est un compteur qui est valable pour toute l'équipe, et plus le fiel augmente, plus la menace augmente, et la loi va imposer des effets néfastes aux personnages, au groupe. Ceci, au fil de la partie, risque de baisser effectivement les ardeurs des joueurs dans le fait de provoquer le destin et de lancer des dés supplémentaires. Voilà, ça, en gros, c'est le cœur du système. Et donc, sur les jeux en opposition, c'est exactement pareil. Admettons que sur un combat, je demande une difficulté 2, alors non, même pas, on va dire sur un combat. Donc sur un combat, on a un attaquant, un défenseur. Le MJ va désigner le talent de combat pour l'attaquant et un niveau selon la situation. Par exemple, un tir à moins de 5 mètres, on a besoin d'une difficulté de 0. Oui. À moins de 5 mètres, n'importe qui est capable de toucher une cible si la cible ne bouge pas. Le défenseur va opposer son talent de déplacement. Alors le déplacement, il est dans action. Vous voyez, le déplacement, il est là. Bon, là, c'est 0 aussi. Et chaque niveau dans ce talent va diminuer d'autant l'attaque. Ensuite, chaque joueur va pouvoir forcer le destin ou pas. Donc là, par exemple, là, admettons qu'il y ait 2 joueurs, 2 fonctionnaires qui se tirent dessus. 2 fonctionnaires qui se tirent dessus, c'est marrant, bon, pourquoi pas. À une distance de moins de 5 mètres, là, de base, l'attaquant touche. Par contre, effectivement, le défenseur va pouvoir provoquer le destin et lancer au maximum 2 dés, et c'est fait 8, 9 ou 10. Il va augmenter de 1 son niveau de déplacement, qui va faire baisser de 1 le niveau de combat, et donc éventuellement faire rater l'attaquant, qui lui également peut forcer le destin. Donc voilà grosso modo le système de base de Nock. Ensuite, on trouve, en plus des talents, on trouve un certain nombre de jauges sur la feuille de perso. On a les blessures, qui représentent la santé physique du personnage. On a le trauma, ça représente l'équilibre mental du personnage. On a la traque. Alors la traque, c'est en gros comment est perçu le personnage par l'administration. Hein, plus le niveau monte, plus le personnage est considéré comme dangereux et donc à neutraliser. Voilà, nous avons la noirceur. La noirceur, c'est la corruption qui est engendrée par le monde, la folie qui risque de gagner petit à petit le personnage. C'est pas tout à fait en fait la même chose que le trauma, c'est une jauge un peu différente. Et enfin, pour terminer, chaque personnage se voit doté de réserves qui sont des points à dépenser selon la situation. On a la singularité. Alors la singularité, c'est dépenser un point de singularité permet de contrer une goutte de fiel. Donc si vous devez augmenter
une goutte de fiel parce que vous avez fait 1 sur un dé, vous dépensez un point de sécurité à la place et il ne se passe rien. Vous avez l'espoir. L'espoir, dépenser un point d'espoir va vous permettre de lancer 3 dés supplémentaires sur une action, d'absorber une blessure ou un trauma éventuellement. Et nous avons le vécu qui, en fonction du passé du personnage, de sa profession, donc ça va être décidé par le MJ, évalué par le MJ, et justifié par le joueur. Il peut dépenser 1 point dans une situation familière afin d'augmenter d'1 point le talent pour la durée d'une action. Voilà pour le système, en fait c'est très simple. Je ne l'ai pas encore testé, je ne donnerai pas mon avis dessus, mais à mon avis, à la lecture, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà, relativement simple, à mon avis, aucun souci là-dessus. Donc voilà pour le système de Nock et sa feuille de personnage. Alors, Nock, ça est sorti, est déjà sorti, donc est sorti au mois de juillet, on doit le trouver dans toutes les bonnes crèmeries, et je vais vous parler un peu de la gamme en fait qui est sortie. Donc, le dossier de la police sec, qu'est-ce que c'est? Ce sont les feuilles de personnages en fait, qui sont groupées dans un dossier. Il y en a un tas. Donc voilà. Vous avez 2 choses qui sont très intéressantes. Vous avez le guide de Prague. Alors le guide de Prague va vous décrire complètement le bloc de Prague, hein, à force de dessin, de description. Vous avez le bloc de Prague décrit en totalité. Alors j'étais un peu surpris au départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le livre de base, on vous parle du bloc de Lommoc, qui est l'exemple à toutes les formes de l'administration et donc du monde. Et en fait, la campagne et le premier supplément se passent sur Prague. J'étais un peu surpris, en fait, de la chose. Bon, voilà. Bon, en tout cas, nous avons un bloc dans le livre de base qui va vous permettre de vous développer vos propres scénarios, vos propres campagnes, et vous avez le bloc de Prague qui va également vous permettre de développer votre propre campagne, mais qui est plus conséquent hein, que le bloc de Lommoc, hein, donc, qui est assez sympa et qui est repris effectivement dans la campagne officielle. Voilà ce qui me fait donc arriver à la campagne officielle qui s'appelle Les Lueurs Obsidoniales. C'est une campagne, alors ça c'est le tome 1, je crois qu'il y en a 2 autres qui doivent suivre, c'est précisé dans le... Alors dans le livre de base, en fait pour le maître de jeu, on vous parle du tome 1 de Lumière Obsidoniale et on vous dit aussi où est-ce que la campagne va nous mener. Parce qu'en fait c'est une campagne finie. C'est-à-dire vous allez commencer comme un simple citoyen lambda, si j'ose dire, et vous allez terminer, je ne vais pas vous le dire, mais c'est assez barré, hein. Peut-être un peu terminé comme le Messie, voire plus. Voilà. Bon. En tout cas, moi, à la lecture de la campagne, je suis vraiment enthousiaste. Alors, on n'est pas là pour faire de la petite dystopie et du petit truc gentil. Hein. Ça commence très mal pour vos personnages et c'est très oppressif. Hein. Mais c'est vraiment très bien. Très oppressif et très bien. Quoi dire d'autre? Alors, dans la gamme, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans la gamme, on a eu aussi ce superbe écran avec une illustration fantastique hein, qui mélange effectivement les anciens bâtiments, les nouveaux bâtiments. Vous voyez, ça c'est un axe avec ce plafond, cet horizon vertical qui est représenté par l'artefact. Donc, un 4 pans en portrait, c'est assez rare maintenant. En général, c'est plus des paysages, donc celui-là est en portrait. Moi, j'aime bien le format portrait. Après, ça prend peut-être un peu plus de place, mais comme je maîtrise debout, en général, je préfère le format portrait. Voilà en gros pour la gamme de Nock. Ah oui, alors je ne sais pas si en fait ce petit accessoire qui est... parce que je vous ai parlé du fiel, mais le petit accessoire pour le fiel... Donc, ouais, parce que j'en ai parlé dans le système. Ce petit accessoire va vous permettre de suivre le niveau de fiel. Alors, c'est sympa, ou vous le mettez devant, ou alors vous avez 2 pattes pour l'accrocher au-dessus
de l'écran. Moi, je trouve ça très sympa et puis donne une petite pression à vos joueurs quand ils voient le fiel augmenter. Voilà. Donc, alors je ne sais pas comment il est vendu maintenant. Ça, c'était dans le Kickstarter. Je ne sais pas s'il est vendu, comment il est vendu. Je ne sais pas. Il faut aller voir sur la boutique de cette édition. Alors, à ma conclusion, bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce jeu est génial. Génial à tout point de vue, génial dans son univers dystopique. Moi, j'ai été accroché immédiatement avec tout de suite ces images de cet objet oppressant, remplaçant le ciel. C'est génial aussi dans son administration orwellienne. Enfin, ce qui est génial, c'est qu'ils ont réussi à, comme je disais, c'est du Brésil, Total, donc l'administration de Brésil, éventuellement la résistance de Brésil, tout ça dans les années 50, avec une technologie rétrofuturiste, au-delà du rideau de fer, dans Night City. Voilà, en gros, c'est comme ça que je qualifierais le jeu. Moi, personnellement, j'adore. Alors, c'est clair, j'adore, j'ai bien l'intention d'emmener mes joueurs là-dedans. Alors, pas tous, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les univers dystopiques, et là, effectivement, si vous n'avez pas l'univers dystopique, il ne faut pas jouer. Par contre, enfin, il ne faut pas y jouer, pas ce jeu-là, hein, jouer à autre chose. Hein. Par contre, si vous avez le moindre intérêt pour les univers dystopiques, sombres, noirs, faut jouer à Nock, quoi. Faut jouer à Nock, jouer à Nock. Jouer à Nock. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ah oui, une dernière chose, si. Oh, puis non, je voulais vous parler du prix, machin, etc. Sachez simplement que ce jeu vaut tous les cents que vous pouvez mettre dedans. Surtout avec les différents problèmes qu'a eu cette messe suite à l'invasion des Ruskov de l'Ukraine. Hein, l'imprimerie était là-bas et ils ont réussi le tour de force à tout ressortir en 4 mois. Eh oui, 4 mois pour tout ressortir. Certains éditeurs pourraient en prendre de la graine. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté. Et si, par bonheur, ma petite vidéo vous aura intéressé, un petit like, un petit abonnement, enfin, ce genre de choses, quoi, ça fait toujours plaisir. Bon jeu et slava dictat, citoyen.